Je ne me permettrai pas de faire des qualifications comme ça dans la position qui est la mienne dans le moment que nous vivons. Parce que j'ai toujours du respect pour mes collègues, mes interlocuteurs. Mais je sais une chose, c'est que depuis, au fond, 2007-2008, le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Et il a cherché à revoir les frontières pour étendre son pouvoir. Et je pense que quand un système politique qui a la culture profonde quand même de la Russie, héritée du régime soviétique, s'inscrit aussi durablement, faisant autant de sacrifices dans cette logique, il est très dur de revenir en arrière. Et donc je pense que la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Et que le niveau d'investissement qu'elle a consenti ces dernières années ne passe pas de 100 à 0 du jour au lendemain. Et donc un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1,3 million d'hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc, c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Et je le dis avec un immense respect pour le peuple russe, ce pays, sa grande histoire, sa tradition et ses dirigeants, mais nous en sommes là. Il ne faut pas être naïf. Prédateur, ogre, puissance de déstabilisation, une menace. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit que le président américain, là. On est dans un registre de lucidité. De lucidité face à la réalité de cette menace. Une Russie surarmée, dont le régime tient par la guerre, et qui se réclame comme telle. C'est-à-dire qu'on a la parole d'officiels russes, du plus haut niveau, qui disent qu'il y a quelque chose de consubstantiel dans l'ADN russe d'être tendu vers la guerre. Alors il faut pas éternellement essentialiser un peuple, sa civilisation, etc. Mais dans l'instant de l'histoire où nous nous parlons, c'est ça dont il est question. Nos interlocuteurs russes sont dans cet état d'esprit durablement. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer que le directeur adjoint de cabinet de Poutine, à l'issue de ces rencontres-là, exprime de façon très décontractée, c'est un des rares grands dirigeants proches de Poutine habilité à s'exprimer publiquement, il dit « S'il y avait un accord de paix avec l'Ukraine, cela ne nous empêcherait pas de continuer notre guerre informationnelle contre l'Europe entière. » Il le dit. Il le dit. Clairement. Il le dit clairement. Et les raisons qui expliquent Emmanuel Macron sont très claires. D'abord, il y a l'enjeu d'un régime qui, dans l'ère post-soviétique, s'est durablement installé dans cette logique de déstabilisation et de prédation. Mais il y a, à plus court terme, quelque chose d'extrêmement tangible qu'il pointe du doigt aussi. Si le régime russe devait retomber dans un régime de paix, il aurait à faire face à 3 grands défis qui le déstabiliseraient lui-même. D'abord, le fait de transformer son économie de guerre en une économie de paix, alors que toute l'économie russe, qui est hyper inflationniste, hyper endettée du fait de la sursubvention de l'industrie de l'armement, ne tiendrait pas. Et donc, il n'y aurait pas de prospérité pour le peuple russe. Ça serait forcément un facteur de déstabilisation interne, tout comme la démobilisation de soldats russes qui ont été envoyés pour une guerre qu'ils n'ont pas toujours très bien compris. On l'a vu de nombreuses reprises. Une démobilisation partielle ou totale d'autant de troupes russes, ça serait en termes de sécurité intérieure, pour un pays aussi grand, aussi vaste que la Russie, un défi sécuritaire majeur. Sans parler du défi d'administrer civilement des territoires annexés par la force, qui en tant que tel nécessiterait aussi des ressources. Donc, par, on va dire, la vision qu'il a de son propre pouvoir et dont la façon dont son système tient, et par les difficultés immédiates que représente le passage à la paix, on peut douter, on peut être vigilant, devrais-je dire, quant à la capacité réelle de Poutine à passer d'un registre à l'autre. Vigilant, lucide. Peut-être une analyse politique, permettez-moi, juste parce que on sent quand même il y a quelque chose qui se passe. Après ce sommet à Washington, on sent qu'il y a des avancées concrètes sur les garanties de sécurité, ça on va le détailler. On sent qu'il y a un espoir de rencontre en tête-à-tête Zelensky-Poutine.
Effectivement, Donald Trump, lui, ose dire les mots. Il prononce le mot paix, on n'est peut-être pas là, mais il y a peut-être un premier pas vers le chemin de la fin du conflit. Et Emmanuel Macron, vous entendrez l'intégralité de son interview, vous vous ferez une idée, à partir de 10h sur LCI. On sent que de la prudence de la part du chef de l'État. Pourquoi ? Pourquoi avoir des mots aussi durs sur Vladimir Poutine au moment où peut-être il faudrait commencer à essayer de faire en sorte qu'il ne se braque pas trop, le président russe ? D'abord parce que nous sommes les voisins de la Russie et que ça ne changera pas. Il l'a dit, un ogre à nos portes. Et que même si le président américain, lui, si la paix ou quelque chose qui ressemble à de la paix se fait, il dira « je m'en lave les mains, je fais mon travail, c'est formidable », nous resterons. Et je pense que Emmanuel Macron, dans son discours, politiquement, veut réveiller l'Europe. Il veut réveiller l'Union européenne en disant si l'affaire se règle et que les armes ne tonnent plus, ça ne réglera rien au fond. Moi, je pense que le mot n'a pas été employé, mais que nous revenons à une période de guerre froide. Nous revenons à une période où, entre les deux grands voisins, l'Europe telle que nous la pensons et telle qu'elle s'est organisée, et la Russie, nous rentrons dans une période à nouveau très difficile de tensions, d'affrontements, alors avec d'autres armes que celles de la guerre froide des années 60, aujourd'hui avec des déstabilisations à haut niveau, des opinions publiques, etc. Et que peut-être ce serait la chance de réveiller l'Europe. Et peut-être qu'au fond, Emmanuel Macron essaye de dire « Regardez ceux qui sont à nos portes. Si vous dites que votre voisin est un ogre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez blinder votre porte, vous allez vous armer, vous allez muscler votre défense pour éviter que l'ogre ne vienne manger vos enfants. » Donc il prend le leadership, Je pense qu'il essaye de prendre le leadership d'un réveil européen qui doit dire « Ne soyons pas naïfs. D'abord, les intérêts du président américain nous a montré ses limites quant à la défense de l'Europe. C'est peut-être aussi la différence avec la guerre froide telle qu'on l'a connue, mais surtout, la Russie reste et restera notre voisin. Poutine reste et restera président de la Russie, à mon avis, au moins jusqu'en 2036, ce que lui permet aujourd'hui la Constitution. C'est dans 11 ans, 2036. Aucun des chefs d'État qui était présent hier ne sera encore au pouvoir dans une démocratie. Lui sera toujours là. Et que ce réveil européen, moi, que j'appelle de mes voeux, c'est un réveil de souveraineté, c'est un réveil militaire, industriel, pour dire il faut que nous soyons forts et puissants pour que l'ours russe continue à être dans son champ naturel d'expansion, mais ne veuille pas aller plus loin. C'est ça. Ouais. C'est quoi le message de Macron, c'est ne soyez pas naïfs. Ce qui se passe aux USA, c'est bien. Les choses sont en train de changer. Mais derrière ça, nous restons avec le problème parce que nous restons les voisins de la Russie. Et il a raison de le dire hier. Je peux poser une question tout de même ? C'est quoi le champ naturel d'expansion de la Russie ? Non, oui, alors c'est tout le débat. On sait bien que l'ours russe n'a jamais supporté qu'à ses frontières, il y ait autre chose que des gens soumis. Donc c'est pas à moi de le définir ici ou à dire quel serait le champ idéal. Du point de vue russe. On sait que du point de vue russe, l'histoire nous a toujours montré ça. Oui, et sur ce sujet, donc il y a des risques demain dans les pays baltes, effectivement, pour les raisons que vous avez évoquées, pour maintenir l'économie de guerre, il peut y avoir des tentatives ailleurs, avoir fermé quelque part ou apaiser le front ukrainien pour ouvrir d'autres fronts, tout ça est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut répondre à ça ? Il faut juste répondre que l'Europe, au sens où on l'entend, doit se muscler, s'armer, s'industrialiser pour être capable de résister et pour être capable de dire notre voisin est ce qu'il est, mais dans notre territoire, dans notre périmètre, nous défendons nos valeurs et nous sommes forts. Aline Lebas-Kramer, c'était le moment de le dire hier soir à l'issue de ces réunions ? Oui. C'était absolument le moment pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est question sur le point des garanties de sécurité de la coalition des volontaires, donc que porte beaucoup Emmanuel Macron. Il y a ça qui se joue, donc il faut bien qu'il explique. Le débat porte aussi sur des questions extrêmement techniques et extrêmement importantes de ce que vont devoir faire ou pas, qui, comment répondre à d'éventuels tirs, à quel endroit de l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer dans les airs, etc. Donc pour évoquer cela, il faut rappeler, il a eu des mots forts, enfin il a eu des mots très précis et très justes. Lucide, disait Thomas Friand. Lucide, la Russie est une menace. Et une deuxième chose, et ça c'est ce qu'à peu près tous les peuples qui n'ont pas du tout envie d'être dans la supposée zone d'expansion naturelle de la Russie. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je sais, non, mais c'est pour ça que je vous appelle, mais c'est
intéressant de développer ça parce que c'est exactement le problème. Donc il y a beaucoup de clubs dont débattent qui... Par exemple, je citerai l'ancienne ministre de la Défense lituanienne qui explique que de toute façon, pour négocier avec le Kremlin, il faut avoir un pistolet sur la table. Et donc, il faut bien comprendre que toute tentative de dialogue, toute tentative de gentillesse, d'amabilité, de tapis rouge est vécue, est interprétée par le Kremlin et son orchestre, mais aussi toute la société russe, comme une marque de faiblesse à écraser. La gentillesse n'est pas une vertu. Le dialogue, l'empathie n'est pas une vertu. C'est mépriser. C'est partir en dessous et se rabaisser dans la négociation. Donc, en Occident, quand on voit quelqu'un, par exemple, dans ce cadre-là, je me garderai de parler d'ADN, mais en tout cas, je parle de logique politique. Quelqu'un qui est éventuellement en train de se noyer, politique au sens sociétal du terme. On va lui tendre la main pour le relever. Non, là, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui est en train de se noyer, on va lui appuyer la tête pour qu'il se noie. Employer ce genre de langage. Oui, ils ne comprennent que la ça. force. C'est ça qui se joue aussi dans ces cadres-là. C'est ça qui se joue quand on parle de livraison d'armes. C'est ça qui se joue quand on exclut pas éventuellement d'aller au sol. D'un mot, je voudrais juste souligner le fait que ces mots ne sont pas destinés à nos alliés. Ils pensent à peu près la même chose. Le Finlandais l'a dit lui-même. Ces mots sont adressés à nous, Français, à nous, Européens, à la veille d'une rentrée politique extrêmement complexe, notamment budgétaire. À quoi servent d'éventuelles garanties de sécurité si l'Europe n'est pas capable d'investir elle-même dans sa propre défense, c'est-à-dire d'avoir par elle-même la capacité de réagir face à la menace russe? À quoi et je le dis parce qu'on a, avec la loi de programmation militaire, prévu de doubler le budget des armées d'ici 2030 par rapport à 2017. Le problème, c'est l'exécution de cette loi budgétaire. On va rentrer dans un débat budgétaire extrêmement compliqué sur lequel les Russes vont regarder. Est-ce qu'ils vont renier? Est-ce qu'ils vont poursuivre la trajectoire? Est-ce qu'ils vont accentuer l'effort? Et donc, le chaos politique de cette rentrée sociale extrêmement difficile dans laquelle la France s'engage, ce sont aussi autant d'éléments qui sont observés par nos adversaires, par ceux qui nous menacent, pour comprendre si cette lucidité est doublée d'une vraie crédibilité politique, économique et militaire, ou si, malheureusement, ça restera de la lucidité pour la lucidité. Exactement.